Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ITV en ce 26 mars 2020. Notre capacité sensorielle est optimale quand on ralentit. En effet, en étant surexcité, on passe à côté de plein de choses et ce sont un peu les vertus du confinement partiel. Ralentir était donc nécessaire. Voici la colonne vertébrale du journal. La chloroquine est administrée aux patients sénégalais. La molécule qui revient au goût du jour suscite beaucoup d'espérance et en même temps qu'elle déclenche des réticences. Les experts et les scientifiques sont divisés sur le protocole. Les kiosques à pain seront réinstallés dans les quartiers comme jadis on en connaissait. Le ministre du Commerce et des PME a procédé à la visite de certaines grandes surfaces ainsi que de boulangeries en la matière. L'État a pris toutes les dispositions, a-t-elle dit. Il n'y a pas de souci. La barre symbolique des 100 cas positifs au coronavirus au Sénégal a été dépassée, ainsi que l'ont annoncé les services du ministère de la Santé lors du point de presse habituel et quotidien qui délivre les grandes tendances de la maladie au Sénégal. Rien ne peut plus être comme avant, même dans les administrations qui se sont vues obligées de se réorganiser compte tenu du contexte de fébrilité occasionné par la pandémie et beaucoup de services ont ainsi modifié leur agenda. Et puis le kidnapping du chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, est porté disparu avec toute son équipe de campagne qui préparait les législatives pour dimanche. Ils ont été enlevés dans le nord du pays où les bandes organisées règnent en maître et font la pluie et le beau temps. Nous en faisons le développement dans un petit moment. La chloroquine, c'est donc le placebo du moment. Elle est appliquée aux malades ici au Sénégal. Le professeur Moussa Seydi de l'hôpital Fan l'a confessé hier. C'est une molécule pourtant qui charrie beaucoup de passions et beaucoup de controverses également. Les hommes de l'art sont particulièrement divisés à ce sujet, ainsi que nous l'explique Moustapha Gabar Diop. L'hydroxychloroquine serait un remède miracle contre la Covid-19. C'est en tout cas ce qu'affirme une étude chinoise réalisée en mi-février, largement relayée en France par le professeur Didier Raoul, infectiologue à Marseille, qui a testé la chloroquine auprès de ses patients. Il affirme que les résultats sont très prometteurs avec la disparition du virus en 6 jours sur 3/4 des patients. Un échantillon trop faible pour être validé par les protocoles habituels selon de nombreuses voix de la communauté scientifique. Un point sur lequel l'OMS revient en regrettant le fait que cet essai soit non randomisé, c'est-à-dire que les groupes de patients n'aient pas été définis par tirage au sort. Des questions qui devraient être résolues par la série d'essais cliniques baptisée Discovery, lancée dans plusieurs pays européens pour tester des traitements expérimentaux, dont l'hydrochloroquine. Ils incluront au moins 800 patients français atteints de formes sévères de la Covid-19. D'ailleurs, Olivier Véran, ministre français de la Santé, a autorisé le traitement par hydrochloroquine, mais uniquement pour les formes graves et dans un cadre hospitalier sur décision collégiale des médecins. En l'absence de toute donnée probante, il est en revanche exclu de le prescrire dans la population générale ou pour des cas non sévères. Le traitement est également utilisé au Sénégal, en Algérie et au Maroc, même si l'OMS appelle à la prudence. Les effets secondaires possibles sont les suivants: nausées, vomissements, éruptions cutanées, mais aussi atteintes ophtalmologiques et troubles cardiaques. Un surdosage peut être particulièrement dangereux, voire mortel. C'est pourquoi les médecins déconseillent formellement d'en consommer sans avis médical.
Et il y a moins d'incertitudes cependant sur le marché sénégalais malgré tous les événements qui surviennent. Le ministre du Commerce est allé ainsi jeter un coup d'œil sur les rayons des grandes surfaces. C'était pour s'assurer qu'il n'y a aucune tension sur les essentiels. Et c'est un déplacement qui intervient au lendemain d'une séance de travail avec les organisateurs, les organisations de défense des consommateurs sénégalais. On écoute Madame Aminata Assom Diatta. Les rayons des grandes surfaces sont bien approvisionnés et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'au-delà des grandes surfaces, nous avons les marchés également qui sont très bien approvisionnés. Donc je voudrais rassurer les consommateurs sur le fait que l'État a pris toutes les dispositions pour assurer leur approvisionnement. Et nous y avons travaillé avec nos partenaires que sont les responsables des grandes surfaces, mais également les marchés, les organisations, les présidents d'organisations professionnelles. Et je pense que vraiment il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc je voudrais les rassurer et leur dire que ce n'est pas nécessaire de faire les achats de précaution. Il est vrai qu'on a noté un peu un tassement, mais on va attendre de voir avec le paiement des salaires. Mais je voudrais encore une fois insister sur le fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, qu'il faut s'approvisionner de façon correcte. Et pour ce qui est des boulangeries aussi, j'ai noté que les mesures sont prises dans les boulangeries en termes de sécurité, mais aussi en termes de production. Certaines boulangeries qui ne faisaient que 6 sacs nous ont peut-être dit que maintenant elles font 12. Non seulement c'est important pour les boulangeries, mais aussi c'est important pour le consommateur qui dispose désormais de produits, mais en maîtrisant un peu le circuit emprunté par le produit. Donc je voudrais encore dire une fois aux consommateurs que ces mesures sont prises surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. La pluie du matin n'arrêtera pas le pèlerin, quand bien même la fonction publique va devoir se réorganiser et les heures de travail sont désormais confinées de 9 heures à 15 heures et cet ajustement est le bienvenu aux yeux de nombreuses personnes et au ministère du Travail. Par exemple, le télétravail ainsi que les brigades ont été anticipées au ministère de l'Économie. Les audiences ont été tout bonnement arrêtées. Mme Abdougué Kassé et Augustin Mandan ont fait le tour de certains services. Le changement des horaires dans l'administration décidé par le chef de l'État est bien accueilli au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Ici, des mesures avaient déjà été prises pour limiter autant que faire se peut la présence de tout le personnel. Il faut véritablement saluer cette mesure. Il est heureux aussi de constater qu'au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, 2 circulaires ont déjà été prises au niveau du département. L'une dès le 10 mars et à la date du 19 mars, une deuxième circulaire a été prise par M. le ministre de l'Économie pour un petit peu réorganiser le travail. D'abord, explorer le travail à distance par les mails, par le téléphone, avec les collaborateurs dans la mesure du possible. Il avait été aussi demandé d'instaurer dans la mesure du possible et en relation avec la direction des ressources humaines, le travail par roulement. D'autres mesures plus radicales ont aussi été instaurées. Dans le même ordre d'idée, nous avions véritablement interdit au niveau du ministère, toutes les réunions ont été suspendues, les audiences de même, les séminaires que nous avions programmés, nous les avions supprimés. Nous avons aussi interdit toute forme de rassemblement dans les bureaux et dans les couloirs. À quelques pas d'ici se trouve le ministère du Travail. Le chef de la division de la législation nous explique les mesures prises avant le changement des horaires dans l'administration. On avait déjà commencé à s'organiser parce qu'au niveau du ministère même, on avait d'abord instauré un travail par roulement combiné avec un peu de télétravail. Donc on avait fait des équipes
qui assurait la permanence afin de maintenir la continuité du service. Maintenant, les mesures prises par le chef de l'État lors du Conseil des ministres viennent appuyer le dispositif qui a été déjà mis en place. Le changement des horaires de travail dans l'administration sénégalaise est bien accueilli dans ces deux ministères. Maintenant, au lieu de 8h à 17h, les agents de la fonction publique vont désormais travailler de 9h à 15h. En région, on freine des 4 fers entre Touba et Mbacké. Les transporteurs se sont renfrognés suite aux mesures de limitation des places pour les voyageurs. Et du coup, l'interurbain est bridé. Les transporteurs refusent de rouler à perte. C'est un sujet réalisé sur place par Gorandaklo et Tchernofeuille. Difficile de trouver un car de transport urbain entre Touba et Mbacké, une situation due à l'arrêté du ministère des Transports terrestres qui, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, interdit tout surcharge, un acte salutaire mais difficile pour certains clients. Nous prions pour que le coronavirus ne soit plus à l'ordre du jour, mais l'arrêt des cars Mbacké-Touba va être très dur pour nous qui ont l'habitude de faire des va-et-vient. L'État n'a pas pensé à diminuer le carburant pour alléger la tâche aux chauffeurs qui sont des soutiens de famille. Vraiment, 6 personnes, dépenses. À cet effet, les chauffeurs de transport urbain déversent leur colère et parlent de la çreté du carburant. Nous sommes conscients du danger. Nous savons bien que le virus contamine bon nombre de personnes. Mais nous ne pouvons pas circuler avec 6 clients. Cela ne nous arrange même pas. En plus, le carburant n'est pas gratuit. Au moment où les cars de transport urbain observent une grève, les taxis en profitent pour faire leur affaire. Et Aloïse Wali, donc, en est devenu presque une vedette du 20h malgré lui, avec la ritournelle des cas positifs qu'il délivre. 6 malades sont venus s'y ajouter donc aujourd'hui et nous allons suivre donc sa mise à jour aujourd'hui. Ce jeudi 26 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 130 tests réalisés, 6 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas importés et 1 cas contact suivi par nos services. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, dont 9 guéris, et 96 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Et à la suite d'Aloïse, le directeur de la prévention a apporté des éclairages sur le système national d'alerte. Il a parlé aussi bien de son importance que de son utilité. On va l'écouter aussi. Il a pour mission essentielle de recueillir l'ensemble des alertes, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que des signaux qui émanent de la communauté, qui peuvent émaner du numéro vert, mais également du SAMU national. Son rôle donc est d'analyser de manière sommaire et brève l'appel qui est reçu et les plaintes du patient en question ou de la plaignante en question, de la saisir et de la retourner au médecin responsable de la zone, lequel médecin se chargera d'entrer en contact immédiatement avec le patient en question, voir s'il répond ou non à la définition de cas. Au cas où il répond donc à la définition de cas, l'équipe de santé de la zone de responsabilité du médecin se déplace en direction du malade
pour effectuer le prélèvement et l'envoyer de manière sécurisée vers l'Institut Pasteur de Dakar. Voilà donc essentiellement le rôle de cette cellule d'alerte qui est composée de 5 médecins avec un coordinateur, mais également de 20 agents qui se relaient 24 heures sur 24. Et le tsunami de la pandémie n'épargnera aucun secteur. Les agriculteurs vont également beaucoup souffrir. Les campagnes, pour ce qui concerne toutes les spéculations, ressentiront bien sûr le choc qui va venir. Mais le ministre de tutelle a tempéré et voudrait que l'on voit plutôt le verre à moitié rempli. Mieux, le secteur agricole va impulser la renaissance économique du Sénégal. C'est ce que prédit le ministre en tout cas. C'est au sujet de Cheikh Hassan Fall et Cheikh Ougueye. Les secteurs du tourisme et des transports ne seront pas les seuls impactés du coronavirus. Le secteur agricole risque lui aussi de recevoir un sacré coup, surtout pour la commercialisation des récoltes de cet hivernage. Tous les secteurs seront impactés par cette crise. Et particulièrement l'agriculture et le monde rural. C'est des systèmes déjà qui étaient relativement essoufflés. Aujourd'hui, le premier effet, c'est que les producteurs d'oignons, aujourd'hui dans la vallée du fleuve Sénégal, disposent de leur production, ils viennent de récolter. Et ils ne peuvent pas justement se retrouver dans des points de collecte pour justement amener ça à Dakar et dans d'autres lieux. Cependant, la tutelle juge minime l'impact que peut avoir cette pandémie sur la campagne agricole, car étant déjà presque terminée. Toutefois, le ministre voit en cette situation une occasion pour booster notre agriculture et sa production. Ce que nous, on est en train de faire, c'est qu'on pense que l'agriculture doit être le rempart pour les chocs économiques à venir pour le Sénégal. En effet, tout ce qui, par exemple, est lié aux déplacements internationaux va connaître des problèmes. Mais nous avons notre terre, nous avons de la semence ici au Sénégal et nous pensons que le prochain hivernage, nous devons donner un coup de fouet à notre agriculture pour permettre au Sénégal d'atteindre une sécurité alimentaire. Pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et booster par la même occasion notre production, le ministère de l'Agriculture compte prendre toutes les mesures d'accompagnement nécessaires pour éviter les répercussions de l'après-coronavirus. Il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une seule. C'est un peu l'objectif des consultations qui sont en cours au Sénégal. Souleymane Ndiaye a aussi foulé le palais de la République pour se féliciter de la proactivité du président de la République face au tsunami de coronavirus. On va l'entendre. Situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Et je salue aussi la réponse qui a été donnée par toute la classe politique à cet appel, car tout le monde a compris qu'au-delà de nos divergences politiques, quand il y a un péril qui met en danger à la fois le peuple mais aussi le monde, il n'y a plus de parti. On n'a qu'un seul parti, le parti Sénégal. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis venu rendre visite au président, qui m'a informé des mesures qu'il a déjà prises, que à mon niveau, lancer un appel aux Sénégalais pour leur demander de suivre à la lettre toutes les mesures qui ont été prises, à la fois dans le cadre du couvre-feu, mais aussi de ses conséquences, parce qu'il ne sert à rien de violer la loi ou d'être contrevenant par rapport à la loi, parce qu'il s'ensuit toujours des conséquences drastiques pour soi-même et pour les familles. En tout cas, je souhaite que le Sénégal soit préservé. Pour l'instant, les cas sont sous contrôle. Je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui sont malades du coronavirus, mais surtout pour mon ami et mon frère, Moustapha Mamagirassi. Voilà, ces consultations permettent aussi de revoir des visages qu'on avait un peu perdus de vue. Cheikh Hadjibou Soumaré a également été reçu au Palais de la République. Il s'est fait l'avocat notamment du service national de l'hygiène qu'il faudra parfaitement renforcer. Il a aussi épilogué sur l'inévitable tectonique des plaques qui va venir sur l'économie mondiale. On va l'entendre. Mesures
qui ont été prises aujourd'hui dans la gestion de cette pandémie sont d'excellentes mesures et que je soutiens. Et je lui ai exprimé aussi le fait que, étant un ancien du ministère des Finances, je sais qu'il y a des compétences avérées au niveau de ce ministère pour la gestion de tels problèmes que nous avons eu connus par le passé. Et toutes les mesures qui ont été prises au sein du ministère des Finances pour la mobilisation des ressources, je pense que ce sont de très bonnes mesures. C'est pourquoi je l'ai encouragé à poursuivre. Je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que cette pandémie aura des répercussions sur le plan non seulement social, mais sur le plan économique. Et ça, c'est très très important que nous, en tant que Sénégalais, qui avons des économies très faibles, que nous puissions aussi nous prémunir et essayer de voir comment soutenir le secteur réel de notre économie. Parce que ce qui va se passer après cette pandémie, je pense que sera un bouleversement total au niveau mondial. Si vous regardez aujourd'hui les États-Unis qui ont débloqué près de 1 000 milliards de dollars pour le soutien à leur économie, l'Allemagne et l'Espagne 500 milliards, 400 milliards de dollars. Ce sont des chiffres qui doivent nous pousser à réfléchir, à comprendre qu'il y a un enjeu mondial autour de cette question. Et notre économie étant très faible, au-delà des problèmes sociaux que nous allons connaître, il faudrait un soutien au secteur réel de notre économie pour que les entreprises puissent redémarrer dans de bonnes conditions. Et ça, j'ai expliqué au président de la République qu'il faut un soutien. Et dans ce contexte, la problématique de la dette est revenue sur la table. Le service de la dette pour le Sénégal, c'est 75 milliards tous les mois. C'est asphyxiant pour les finances publiques du point de vue de l'économiste Mounirou Ndiaye. Il a réagi suite à la position du chef de l'État qui plaide donc pour l'effacement de la dette pour ce qui concerne les pays africains. Et dans ce contexte mortifère de coronavirus, c'est très très important. L'expert donc économiste a été joint au téléphone par El Hadj Malik Cissé. Parce que gouverner, c'est prévoir. Il faut dire que quand même sur le plan de la prévision, sur le plan des anticipations, sur le plan des mesures à prendre pour éviter les situations de difficultés chroniques, les Africains quand même n'ont pas pris leur disposition. Aujourd'hui, c'est vrai que la crise économique liée au coronavirus est une crise quand même imprévue. Même si gouverner c'est prévoir, c'est quelque chose qui est venu donc de plein fouet heurter tous les États. C'est normal aujourd'hui que les pays africains cherchent d'une manière ou d'une autre à pouvoir avoir les capacités d'affronter cette situation-là. Et le service de la dette, comme vous le savez, le Sénégal, rien que le Sénégal, paye environ 75 milliards par mois. Et c'est 75 milliards par mois que le gouvernement sénégalais fournit pour le service de la dette, quand même, étrangle un peu nos finances publiques parce qu'il faut savoir que c'est à l'année, ça avoisine les 1 000 milliards, c'est-à-dire le quart du budget du Sénégal qui est utilisé pour payer la dette. Je pense que ça gêne un peu l'action de l'État. C'est normal, aujourd'hui, dans ce contexte-là, que le président de la République demande à ce que cette dette soit annulée pour effectivement permettre aux États de respirer et de pouvoir lever des fonds destinés donc à faire face à la crise. Le virus est donc sans foi ni loi. La pandémie a eu raison de nombreuses célébrations religieuses dans notre pays. Le grand appel du mardi Seydina Limamoulaye a été renvoyé et ça devait se tenir hier. Et aujourd'hui, un membre de la cellule communication de l'appel a fait une dernière mise à jour avec un peu de poésie. On va l'écouter. Nous avons l'habitude donc de fêter cette cérémonie il y a 140 ans aujourd'hui sur l'esplanade de Djamalaï, la sainte qui refusait du monde. Et qu'aujourd'hui, confinés dans nos domiciles du fait de la pandémie qui traverse le monde, nous avons été obligés de rester dans nos foyers, devant nos enfants, devant nos épouses, pour fêter avec eux et dans les cœurs et dans la foi, le temps que cette maladie soit jetée loin des êtres humains et que nous puissions l'année suivante
en 2021, célébrer l'anniversaire de cet appel historique, solennel, sur l'esplanade de Djamalaï, avec la blancheur immaculée, dans la ferveur religieuse souhaitée. Et c'est le momentum de nos correspondants régionaux à ce stade du journal. Nous allons d'abord accueillir Mamadou Lamine Fati qui nous représente dans la grande banlieue dakaroise. Bonsoir Mamadou Lamine Fati, est-ce que vous pouvez nous faire le point du virus donc dans la banlieue? Au troisième jour de l'état d'urgence, Guédiawaye résiste encore. Dans certains quartiers de la banlieue de Guédiawaye, beaucoup de jeunes refusent de respecter le couvre-feu, surtout dans les quartiers comme Wakenan, Nimzat et autres. Donc il y a des jeunes qui font des courses-poursuites. Ils l'appellent même jeu tempo round. Donc c'est un jeu de course-poursuite entre la police et les jeunes. Donc ils préfèrent courir juste pour montrer qu'ils sont des jeunes qui peuvent courir devant la police, les forces de l'ordre. Donc aujourd'hui, il faut signaler qu'aussi avec le transport, ça continue à poser des désagréments au niveau de la population, dont on nous signale que des gens ont marché de Koloban à Guédiawaye, certains de Padoua à Guédiawaye, parce que les chauffeurs refusent de venir dans la banlieue dans certaines heures ou bien de retourner à Dakar dans certaines heures parce qu'ils peuvent rencontrer la police. On a vu le premier jour avec les violences qui ont été notées. Il faut signaler que aussi le pain pose énormément de problèmes. Dans certaines boulangeries, on peut voir des masses de personnes, des rassemblements de personnes venues pour acheter du pain. Donc une situation que certaines personnes déplorent. Donc étant donné que les rassemblements sont interdits au niveau de la population, et il faut dire que aussi c'est causé par l'arrêté qui interdit la vente du pain dans les boutiques. Donc une situation problématique pour certaines personnes qui habitent la banlieue. Il faut dire que aussi au niveau communautaire, beaucoup d'actions sont en train d'être menées par les associations, les comités de quartier, les Badjenegor, etc., la Croix-Rouge, etc., qui font des activités de sensibilisation pour amener la population à changer de comportement, à saluer, à respecter les règles d'hygiène, à se laver les mains, à respecter les conditions de sécurité, les distances respectives, de porter des masques, etc. Tout ça, c'est les actions communautaires qui sont en train d'être menées et jusqu'à présent, ces actions communautaires sont en train d'être menées par les acteurs communautaires qui veulent lutter contre la propagation de la COVID-19 au Sénégal. Merci beaucoup Fati pour la banlieue. Et dans le Sine, nous allons retrouver notre correspondant permanent là-bas, en l'occurrence Modou Sen, qui va nous relater les points d'actualité en relation avec le virus. Bonsoir Modou. Donc sinon on va aller à Thiès, donc Modou Sen n'est pas encore prêt. On va aller à Thiès pour prendre donc les dernières informations là-bas. Bonsoir Isidore Alexandre Sen. Bonsoir et bienvenue à Thiès, ce direct région que nous commençons comme d'habitude par le bilan concernant le Covid-19. Ici à Thiès ce matin, les autorités n'ont pas fait de communication comme c'était le cas hier, raison pour laquelle nous n'avons que les chiffres d'hier, c'est-à-dire 15 cas positifs dans toute la région et 200 cas contacts. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus au marché central de Thiès. Là-bas, une décision majeure a été prise par l'autorité, c'est-à-dire le marché est fermé à compter d'aujourd'hui à partir de 16h jusqu'au lendemain. Les commerçants et les acteurs du marché trouvés sur place pensent que c'était nécessaire puisque c'est une question de santé publique. Ils disent être prêts à accompagner l'autorité pour réussir cette décision. Hier, deuxième jour du couvre-feu, Thiès l'a vécu encore et bien avant 20h, les populations étaient chez elles. Seules les forces de l'ordre, en compagnie de quelques journalistes, étaient dans les rues. À part ça, quelques gardiens qui étaient devant leurs entreprises. Parlons encore des Jakartaman. Toujours, ils sont là, branvant l'interdit de l'autorité, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une décision qui a été prise concernant le transport de moto Jakarta. Ce matin également à Thiès, ils étaient nombreux dans les rues et ruelles de Thiès en train de faire du transport. Là également, ça convoque la responsabilité des clients qui empruntent chaque jour ces Jakartamen parce que nul n'est censé ignorer la loi. Grosso modo, c'est ce qu'on peut retenir ici à Thiès. Sinon, le rappeler, ici à Thiès,
Les autorités administratives et médicales n'ont pas fait de communication ce matin, raison pour laquelle nous n'avons que les chiffres d'hier, 15 cas positifs et 200 cas contactés ici à Thiès. Voilà, merci donc Alexandre. On a compris là-bas que c'est l'omerta. Et dans le Sine, on va donc y revenir donc avec Maud Houssen qui nous relate tous les points d'actualité en rapport avec le virus là-bas. Bonsoir Maudou. À toutes et à tous, bonsoir. Et la situation au niveau de la région de Kaolack par rapport à la pandémie du coronavirus, elle se situe comme suite. À retenir que Kaolack d'abord n'a pas enregistré de cas confirmés au Covid-19, mais néanmoins les autorités locales sont à pied d'œuvre à travers le comité régional de gestion des épidémies qui est piloté par le gouverneur de la région, Aline Badara Mbengue, mais aussi le médecin-chef de région, Dr Aïssatou Barry Diouf. Tous ces acteurs sont à pied d'œuvre pour essayer de voir maintenant qu'est-ce qu'on doit faire pour véritablement barricader la région qui est jusque-là épargnée par cette maladie, mais jusqu'il y a des cas suspects par-ci, par-là, mais ça, c'est des cas contacts qu'on avait notés au niveau de Sibassor, où il y a 32 personnes qui sont actuellement en quarantaine pour observation, l'histoire de voir est-ce qu'il y a des signes ou pas. À rappeler que ces personnes mises en quarantaine au niveau de Sibassor, c'est des personnes qui ont été en contact avec le premier cas qui a été confirmé dans la région de Ziguinchor. Donc, pour le moment, ce qu'on peut retenir, c'est qu'ici à Kaolack, la situation est stable. Il y a des dispositions qui ont été prises, notamment la fermeture des marchés quotidiens à partir de 14 heures, mais aussi il y a un système d'alerte qui sera mis en place bientôt, même qui va démarrer aujourd'hui, qui peut au moins informer les populations que peut-être leur butoir du couvre-feu va incessamment démarrer. Donc c'est un dispositif que le gouverneur a mis en place en partenariat avec les responsables de l'usine Lindian de la zone à cause de Kaolack, juste pour montrer que les autorités sont véritablement avertis de la situation, mais aussi de la gravité de l'heure, mais aussi la région de Kaolack est toujours épargnée. Maintenant, reste encore une fois des initiatives à prendre pour véritablement sensibiliser davantage les populations, les éveiller sur la dangerosité de la maladie, mais aussi les dispositions à prendre pour que véritablement Kaolack puisse être épargné par cette maladie qui est le Covid-19. Voilà, merci Moudou. C'est donc à Kaolack dans le Saloum. Kaolack qui a beaucoup de baraka et immunisé pour le moment on touche du bois. On va se rendre à Saint-Louis pour terminer avec Momar Alicia qui fait lui aussi preuve d'une grande régularité dans ses correspondances. Bonsoir Momar. Bonsoir Hassan. À Saint-Louis, en tout cas, on touche du bois parce que les autorités sanitaires avaient envoyé à l'Institut Pasteur à Dakar 6 prélèvements et d'après les informations que nous avons reçues, ces prélèvements sont revenus à en tout cas négatifs, ce qui rassure les populations. Mais n'empêche, les autorités sanitaires continuent d'alerter pour que ces populations ne baissent pas les gardes et qu'elles continuent à respecter les consignes et les directives, surtout quant à l'hygiène, le port des gants et le port des masques. Au niveau du centre de Ngalel, où sont confinés les 26 compatriotes sénégalais revenus d'Italie via la Mauritanie. Ils ont déjà fait 7 jours de confinement. Il leur reste encore 6 jours d'observation. Mais les échos que nous avons de ce centre, c'est qu'ils se portent tous à merveille. Ils n'ont absolument rien du tout, d'après en tout cas les spécialistes que nous avons approchés. Les 49 autres cas contacts du cas positif que Saint-Louis avait enregistré également sont confinés au niveau de l'hôtel Kumbabang. Et là également, les observations se poursuivent, mais jusqu'à présent, en tout cas, tout se passe pour le mieux. Espérons seulement que cela continue. S'agissant maintenant du couvre-feu, le premier jour, on avait remarqué que les populations de Guet-Ndar avaient tardé à regagner leur domicile. Mais hier, il y a eu une forte descente des forces de sécurité dès 20h dans ce quartier, et ce qui a obligé ces populations à se confiner dans leur domicile pour dire simplement qu'aujourd'hui, on peut dire avec assurance que le couvre-feu a été respecté dans l'ensemble des quartiers de la ville de Saint-Louis. Pour ce qui est du transport interurbain également, des dispositions ont été prises et ont été respectées parce que depuis 48 heures, personne ne sort ni entre à Saint-Louis, à part bien sûr les véhicules utilitaires, les ambulances et certains gros porteurs qui sont obligés
de transporter des marchandises. Voilà en résumé, Hassan, tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui par rapport à la situation dans la capitale du Nord. Le monde est toujours malade et l'Espagne est très mal barrée. Il y a plus de 4000 morts là-bas, 56 000 cas positifs. Le pays est le plus touché en Europe derrière l'Italie, également horriblement impacté. Et il est dit que des kits arrivés de Chine avec lesquels des tests de dépistage ont été effectués se sont avérés pour le moment inefficaces. Les 20 plus grandes économies de la planète vont déverser quelques 5 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale, gravement secouée par le virus. Les dirigeants du G20 ont tenu un sommet virtuel pour harmoniser les réponses face à la récession économique qui guette le monde entier. Au Mali, à côté de chez nous, l'enlèvement du chef de l'opposition, Soumaïla Cissé. Il était en train de mener une campagne électorale pour les législatives. Un tel événement est inédit dans ce pays, même s'il est malmené par les violences terroristes et tous les conflits asymétriques que M. Cissé est porté disparu avec 11 autres membres de son équipe de campagne dans le nord du pays, devenu quasiment une zone de non-droit. Et puis le départ terrestre de Michel Hidalgo à 87 ans. Il fut un ancien sélectionneur de l'équipe de France entre 76 et 84. C'est à Marseille qu'il s'est éteint. Et ses proches ont expliqué que sa mort n'était pas causée par le coronavirus, mais l'homme était affaibli depuis quelques années par la maladie. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. C'est le moment de prendre congé et d'aller nous confiner à la maison. Bonsoir et bon courage. Au revoir.